Amis de l'histoire, du roman historique, bonjour. Donc troisième épisode de ce gros livre, Histoire de la France-Afrique. Vous voyez, je suis un petit peu handicapé parce que je me suis fait opérer, je me suis fait refaire à neuf pour avoir un pouce tout neuf. Voilà. Et, enfin bon, donc c'est pas très pratique pour faire ce que j'ai à faire aujourd'hui, mais bon, faut faire avec. Donc, une histoire de la France-Afrique, donc troisième épisode. Hein, donc c'est un livre choral, hein, comme on dit, hein, donc il y a plusieurs intervenants qui ont des opinions un petit peu différentes et tout. Donc c'est intéressant, hein, malgré tout. Quelquefois, c'est un peu le bréviaire si vous voulez, de la repentance, hein, mais il y a aussi beaucoup d'analyses. C'est très très intéressant. Voilà. Alors, après, ce sera pour aboutir, comme je vous le disais les autres fois, au magnifique livre d'Amadou Kourouma, hein, en attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà. Donc ça serait pour la prochaine fois. Donc on va tout de suite aller aux dernières pages à lire. Donc qu'est-ce que j'avais sélectionné? J'avais donc sélectionné la machine à cash, hein, parce que ça a beaucoup servi quand même la France-Afrique, notamment pour les partis politiques en France. Donc page 666. Page 666, la machine à cash. 66, la machine à cash. C'est même 65, je pense. Bongo, le cash. J'ai même enlevé ce truc-là parce que c'est assez embêtant. Le cash machine des politiques français. En réalité, même si le RPR bénéficie d'une prime en tant qu'héritier du parti gaulliste, le camp giscardien n'est dans rien oublié par les subsides gabonais, étant donné le rôle décisif joué par Libreville dans le système ELF à travers notamment une banque, la FIBA, French Intercontinental Bank, je me demande pourquoi c'est en anglais, créée en 1975 par Omar Bongo. La FIBA est la tirelire d'Elf et du Gabon pour les opérations occultes de la compagnie pétrolière, à commencer par le financement des partis politiques français. Il y avait effectivement des allocations données aux partis politiques, lâche l'ancien PDG d'Elf Gabon, André Carallo, lorsque nous l'interrogeons sur le sujet en septembre 2005. En faisant semblant d'ignorer la préférence longtemps accordée au RPR de Chirac. Il savait que ça existait, mais je savais que ça existait, mais ça me paraissait tout à fait normal. Toutes les entreprises de France l'ont fait. Dès 1977, le responsable du service Afrique chez Elf, Maurice Robert, écrit dans un rapport cité par le Canard enchaîné que Bongo met tous ses espoirs en Jacques Chirac et pense qu'il faut continuer à l'aider. 7 millions de francs ont été dégagés au profit du RPR à l'occasion d'une transaction pétrolière avec le Gabon quelques semaines avant le premier tour, estime Pierre Péan et Jean-Pierre Sereni dans les ouvrages Les Émirs de la République en 82, soit 3 fois plus que les sommes indiquées dans la lettre de Bongo à l'Élysée en mars 81. Les remises de fonds s'effectuent la plupart du temps lors de la venue d'Omar Bongo dans sa suite à l'hôtel Crillon, place de la Concorde à Paris. Dans les années 80, je me souviens de Chirac quittant précipitamment l'hôtel de ville, escorté par son directeur des relations internationales, témoigne son ancien collaborateur Jean-François Props. Ce dernier me murmura en passage « On va chez Bongo ». Des valises vides étaient déposées dans le coffre de la voiture. Je ne nie pas avoir aidé les uns et les autres, finit par reconnaître le président gabonais dans le livre blanc comme nègre en 2001, mais je ne veux pas que l'on dise que j'ai aidé tel parti contre tel autre. Pourquoi mettrais-je en difficulté les gens que j'ai aidés comme j'en ai le droit? C'était mon argent à moi. Je suis de l'État gabonais, mais bon. En réalité, comme l'a révélé le site Mediapart en avril 2015, tout l'argent de l'économie gabonaise est capté par une holding, Delta Synergy, entièrement dédiée à la famille Bongo, qui possède de multiples comptes offshore. Un pillage organisé de
tous les secteurs, assurance, banque, agroalimentaire, sécurité, transport, médicaments, BTP, agriculture, matières premières, d'un pays où plus d'un tiers des habitants vit sous le seuil de pauvreté. Appliqué au règne animalier, le système Delta Synergie équivaut au fonctionnement d'une sangsue, écrit l'auteur de ces révélations, Fabrice Arfi. Il s'agrippe partout où il le peut et il pompe. Une holding qui possède des liens capitalistiques avec des multinationales françaises comme Bolloré, Bouygues, BNP Paribas, le groupe minier Eramet ou encore Total qui absorbe Elf en 2000. Voilà, tout un système, quoi. Donc, page 670, mallette. Donc, c'est un peu dans le même esprit. Page 670, mallette. Tandis que la droite française dit craindre les chars russes place de la Concorde, après l'élection de Mitterrand à la présidence de la République, l'argent de Bongo scelle donc le sort de l'alternance. Albert Yongari, un conseiller de Bongo, a raconté à Pierre Péan comment il avait pris rendez-vous en avril 81 rue de Solferino pour porter une petite valise de billets en pensant qu'il serait éconduit. La valise fut acceptée, dit le journaliste, ajoutant que le conseiller de Bongo est revenu entre deux tours avec une deuxième valise, beaucoup plus grosse, qui fut aussi facilement acceptée par un autre interlocuteur. Nous continuons à nous accommoder, voire à appuyer des régimes antidémocratiques et corrompus, en échange de valises pleines de billets, de potentats africains, constate amer l'ancien patron des services secrets français, Pierre Marion, dans ses mémoires de Londres en 1999. L'attitude adoptée par Mitterrand vis-à-vis d'Elf est révélatrice du caractère institutionnel de cette corruption. Après avoir joué la continuité et en maintenant le gaulliste Albin Chalandon à son poste, remplacé en 1983 par un homme du nucléaire, le chef de l'État attend le début de son second mandat pour modifier, à l'avantage de son camp, la clé de répartition de l'argent liquide versé par le groupe pétrolier au parti. L'ancien PDG de la société pétrolière Loïc Le Floch-Prigent, nommé par François Mitterrand en 1989, raconte lors du procès Elf comment les choses se sont passées. Il est de notoriété publique que les candidats à l'élection présidentielle avaient accès au secrétaire général du groupe et demandaient l'enveloppe correspondante. En septembre 1989, je m'en suis ouvert au président de la République. Je lui ai demandé « Voulez-vous ou non que je ferme le robinet ?» Réponse du président. Ah non, nous continuons ce qui a été mis en place par le général de Gaulle. La continuité. Il m'a simplement demandé de rééquilibrer les choses, sans toutefois oublier le RPR. C'est là que se scelle le pacte du silence, en n'écartant pas un adversaire politique de cette pompe à finances occulte. Le pouvoir le compromet et le dissuade ainsi de parler. Ben oui, tout le monde est compromis, donc par conséquent, il y aura moins de fuites. En dehors du premier président de la Guinée-Conakry, Sékou Touré, qui avait des relations extrêmement tendues avec son ancienne puissance tutélaire, et tout particulièrement avec Charles de Gaulle, tous les chefs d'État francophones ont financé la classe politique, affirme vraiment sans en offusquer, en juillet 2011, Roland Dumas, ancien ministre des Affaires étrangères de François Mitterrand, de 84 à 86 et de 88 à 93. Au journaliste Xavier Harel. Ces financements avaient pour objectif d'entretenir de bonnes relations avec la classe politique française et ses futurs chefs d'État, ben voyons. Ajoute ce proche de Marc Bongo qui a côtoyé Sékou Touré sur les bancs de l'Assemblée nationale en 1956-57. Derrière ce lien par l'argent, il y a aussi l'idée de figer l'ordre politique des ex-colonies françaises. J'ai entendu 20 fois Mitterrand constater « À quoi cela sert-il de changer les hommes ? Celui que l'on mettrait à la place ferait la même chose. » Conclut placidement Dumas en janvier 2011 dans les colonnes du Monde. Voilà, voilà une affaire bien huilée. Page 702, le Tchad. 702. C'est un gros livre, hein. On est déjà à 702. 1260 pages. Bon, il y a de quoi s'informer. Alors, si Mitterrand a, dans un premier temps, parié sur Google,
Koukouni Ouédeye, Hissène Habré devient donc rapidement un des amis de la France. Paris ne voulant pas voir le Tchad passer sous influence américaine. Si l'Élysée, le gouvernement, la diplomatie, l'armée et les services de renseignement ne sont pas toujours alignés, le soutien à Habré reste massif jusqu'en 90. En plus de l'aide militaire directe, il bénéficie du soutien financier, d'une assistance technique ainsi que des formations pour l'armée. Comme l'a montré une enquête de l'ONG Human Rights Watch, chaque département de l'état-major de l'armée tchadienne bénéficie de son propre conseiller militaire français. La France a aussi livré au Tchad une quantité impressionnante d'armes dont les factures n'ont jamais été réglées, à l'exception de celles achetées en 90. Les Français ne peuvent alors ignorer les crimes commis contre les prisonniers de guerre libyens ainsi que contre les rebelles et les populations civiles tchadiennes. Entre 82 et 85, le mouvement d'autodéfense créé dans le sud, les Kodo, sont violemment réprimés. Entre juin et septembre 84, au cours d'une période baptisée Septembre Noir, ce sont des villages entiers qui sont pillés et incendiés. Les troupes qui s'en prennent en population du sud sont dirigées par Idriss Déby, qui deviendra dictateur à la place du dictateur 6 ans plus tard. Voilà. Au cours de ce sanglant mois de septembre, Guy Pen, conseiller de Mitterrand pour les affaires africaines, se rend au Tchad pour une rencontre avec Hissène Habré. Quelques années plus tard, en 87, ce sont des membres de l'ethnie Hadjaraï qui se révoltent. La répression sur leur région d'origine au centre du pays est terrible. En 89, des leaders Zagawas, dont Idriss Déby font défection. C'est à nouveau une punition collective qui s'abat sur leur communauté. La répression passe également par la direction de la documentation et de la sécurité, la DDS, la police politique du régime qui collabore avec la DGSE française. La DDS quadrille le territoire avec son bras armé, la brigade spéciale d'intervention rapide, et arrête tous ceux qui, à tort ou à raison, sont soupçonnés de soutenir l'opposition. Des tortionnaires de la DDS vont même être formés par des Français. Selon le rapport de la commission d'enquête sur les crimes d'Hissène Habré, publié en 92, le régime serait responsable de la mort de près de 40 000 personnes. Dans ses mémoires d'Afrique, en 99, Guy Pen, ex-patron de la cellule Afrique de l'Élysée, de 81 à 86, évoque les massacres en termes extrêmement prudents et mesurés. Nous en savons quelque chose, mais pas tout. Nous savons quelque chose, mais pas tout. Élut-il. Jean-Christophe Mitterrand, le fils du président, surnommé Papa Madi, et ex-adjoint puis remplaçant de Guy Pen de 86 et 92, botte également en touche. Vous savez, moi, à l'époque où Habré dirigeait le Tchad, j'étais loin de tout savoir de la réalité complexe de ce pays, explique-t-il au Monde en mai 2016. Les archives de l'Élysée sur cette période n'ont toujours pas été déclassifiées. La France n'est pas le seul soutien à Hissène Habré. Un des changements clés de l'année 80 est l'implication nouvelle des États-Unis au Tchad. Radicalement opposés à Kadhafi, les États-Unis de Reagan soutiennent celui qui est désormais considéré comme le héros dans la lutte anti-libyenne. Voilà, donc ensuite, page 731, Sankara. 731. Il faut tuer Thomas Sankara. Inquiet face à la dimension subversive de la révolte burkinabé, l'ancienne Volta, Houphouët-Boigny fait feu de tout bois. Après avoir soutenu en vain le projet d'opposants burkinabé cherchant à écarter Sankara, il profite finalement d'une visite de Blaise Compaoré à Abidjan pour lui présenter avec insistance Chantal Terrasson de Fougères. 5 mois plus tard, Compaoré épouse la jeune franco-ivoirienne qui, avec l'appui d'Houphouët, parvient à détourner son époux de la révolution sankariste pour briguer le pouvoir. Pas bête. Se doutant que son meilleur ami prépare un coup contre lui, Thomas Sankara
refuse pourtant de sévir. Dans l'après-midi du 15 octobre 87, alors qu'il commence une réunion dans le bâtiment du Conseil de l'Entente, un commando débarque. Sankara se lève et sort sur le perron, où il est immédiatement abattu, victime d'une coalition d'ennemis. En interne, malgré le soutien populaire de Thomas Sankara, était fragilisé par une série de crises politiques. Dans la sous-région, sa proximité avec le président ghanéen Jerry Rawlings inquiétait Houphouët et le Togolais Gnassingbé Eyadema. Garant des intérêts français, ils ne cachent pas leur préférence pour Blaise Compaoré, jugé plus maillable et beaucoup moins intègre. C'est aussi l'avis du chef de guerre libérien Charles Taylor, qui se heurtait au refus de Sankara d'héberger ses hommes. Une fois au pouvoir, Compaoré accueillera les rebelles au Burkina Faso, où ils recevront armes et financements depuis la Libye de Kadhafi avant d'aller mener la guerre au Libéria avec la bénédiction de Houphouët-Boigny et le soutien discret de la France et des États-Unis. Paris entend bien refermer le parenthèse de la révolution burkinabé et réduire l'épisode Sankara à un simple accident de parcours. Ainsi, Guy Payne fait pression sur le journaliste François Auté, qui, invité initialement à rencontrer le patron de la DGSE, l'amiral Pierre Lacoste, se voit remettre un dossier afin de publier dans le Figaro une série d'articles à charge contre Sankara, quelques jours avant son assassinat. J'ai eu le sentiment affreux d'avoir été manipulé, confie 30 ans plus tard le journaliste au micro de RFI, d'avoir été au fond instrumentalisé pour préparer l'opinion à la disparition de cet homme à travers les dérives entre guillemets de son régime. Parce que ce n'était pas non plus la Corée du Nord ou la Chine sous les gardes rouges. Les Burkinabés ne savent pas encore qu'ils viennent de revenir pour longtemps dans le giron de Paris. Le 16 octobre 1987, des milliers de personnes défilent au cimetière où le jeune capitaine et 12 de ses camarades ont été sommairement enterrés. Martyr de la France-Afrique, Sankara devient une icône pour la jeunesse et le peuple africain. Et oui. Alors, page 280, Chirac. 780, Chirac. Alors, la Jacques Chirac. Je voudrais saluer la présence ici d'un vieil ami africain, d'un Africain d'ancienne tradition qui a été longtemps avec le général de Gaulle, puis avec Georges Pompidou, puis avec moi. C'est Jacques Foccart. Je suis heureux qu'il ait pu faire ce premier voyage en Afrique pour moi, comme il avait accompagné le général et Georges Pompidou. Ce 22 juillet 1995, dès le début de son intervention devant la communauté française au Gabon, Jacques Chirac assume pleinement un retour à la case Foccart, pour reprendre la formule de l'association Survie, qui joue un rôle central dans la dénonciation de ce qu'on commence à l'époque à appeler la France-Afrique. En accédant au sommet du pouvoir 2 mois plus tôt, le nouveau chef de l'État a fait revenir à l'Élysée l'emblématique Monsieur Afrique de Gaulle et de Pompidou, tout un symbole. Au journal télévisé, on voit quelques images de cet octogénaire physiquement affaibli, jadis si puissant. Assis dans son fauteuil, il ne se lève pas pour saluer les officiels gabonais. La scène est doublement trompeuse. D'une part, car elle donne à voir un homme du passé fatigué et laisse donc imaginer à tort la décrépitude de ses réseaux. D'autre part, parce qu'elle entretient l'illusion que la toute-puissance française en Afrique se résumait à un seul homme, effaçant la complexité des relations interpersonnelles et surtout l'importance des institutions autour desquelles se sont nouées les relations franco-africaines depuis le début de la 4e République. Le nouveau chef de l'État maîtrise mieux que quiconque ces arcanes africaines, France-africaine du coup, ayant établi au fil des ans une certaine intimité avec la plupart des potentats du précaré. Ainsi, pour cette première tournée africaine, Jacques Chirac commence par se recueillir sur la tombe de son ami Houphouët, en Afrique, en Côte d'Ivoire, mort en décembre 1993, avant de se rendre à Libreville et à Dakar. Lors de ces étapes en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, il confie au chef de l'État
de la sous-région. Il convie les chefs de l'État de la sous-région à faire le déplacement jusqu'à lui, dans une étonnante manifestation d'allégeance que seul refuse le Malien Alpha Oumar Konaré. Certains chefs d'État d'Afrique francophone, tels Omar Bongo, expriment alors leur satisfaction de voir arriver à l'Élysée celui qui passe pour le meilleur héritier du gaullisme en matière de relations africaines comme dans d'autres domaines. Il était leur premier choix face à Lionel Jospin, issu de la mouvance tiers-mondiste du Parti socialiste, et Édouard Balladur, dont le mouvement a dévalué brutalement le franc CFA 18 mois plus tôt et a laissé les institutions de Bretton Woods imposer des remèdes ultralibéraux au pays du précaré. Voilà, voilà. Donc ensuite, nous allons voir les marchands d'armes, page 895, c'est ça, 895. 895. 895. Falcon et Guedamac organisent de 93 à 2000 la livraison de chars, d'hélicoptères, de navires, de guerre et de munitions au régime de Dos Santos pour un montant de 790 millions de dollars. Le pillage des ressources naturelles finance ces transactions pour lesquelles aucune demande officielle n'est faite au gouvernement français. Mais il est parfaitement informé, au moins depuis la fin de 1995, comme le prouve une note de la DGSE adressée alors à l'Élysée et au ministère de la Défense et des Affaires étrangères. Ce document prévient que le gouvernement angolais a reçu de grandes quantités de matériel militaire provenant de certains pays de l'Est et de la Russie par l'entremise d'un intermédiaire français non autorisé. La société française, la société franco-slovaque ZTZOSOS, dirigé entre autres par un Français, Pierre Falcon. Les autorités françaises ferment les yeux. L'affaire rebondit à l'été 2000 dans le cadre d'une affaire de blanchissement d'argent entre le Maroc et la France. Une perquisition chez un avocat fiscaliste amène les enquêteurs à s'intéresser à deux de ses clients, Guedamac et Falcon. Il perquisitionne alors le domicile de la secrétaire de Falcon qui a eu l'imprudence de conserver une trentaine de disquettes informatiques recensant de généreux versements via des banques opportunément situées en Suisse et à Monaco au profit de grands noms du monde politique et culturel français comme Jean-Christophe Mitterrand, l'écrivain Paul-Louis Switzer ou encore Jacques Attali. Coqueluche des milieux économiques parisiens et ancien conseiller spécial de François Mitterrand. Il y est question de plusieurs centaines de milliers, voire de millions de francs. Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur de 1993 à 1995, est lui aussi rapidement mis en cause, tout comme son conseiller pour le renseignement et la lutte antiterroriste, le préfet Jean-Charles Marciani, la Corse aussi, élu avec son mentor au Parlement européen en 1999, au terme d'une campagne dont une partie du financement pourrait, selon ces disquettes, provenir de Brenco, une société de Falcon. C'est le début d'une affaire d'État baptisée par la presse Angola Gate. Parce qu'ils ont envoyé du matériel de guerre là-bas, en Angola. Un bouclier diplomatique pour un marchand d'armes. Le scandale politique devient médiatique avec l'arrestation du fils Mitterrand, placé en décembre 2000 en détention préventive. L'enquête montre qu'il a touché 2,6 millions de dollars. Il reste incarcéré une vingtaine de jours jusqu'à ce que sa mère, Danielle Mitterrand, verse une caution de 5 millions de francs destinée à sa remise en liberté, qu'elle qualifie devant la caméra de rançon. Le dossier connaît ensuite plusieurs rebondissements judiciaires et surtout l'incroyable immixtion du pouvoir politique. C'est seulement fin janvier 2001 que le ministre de la Défense, Alain Richard, porte plainte pour infraction à la législation sur les armes, rendant possible la poursuite sur ce trafic au-delà du volet fiscal. Les juges mènent 2 mois plus tard une perquisition au Quai d'Orsay, suspectant un trafic d'influence de Jacques Attali auprès du ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine en 1998 pour régler les problèmes fiscaux de Falcon.
Il y découvre des notes de la DGSE et d'autres documents classés secrets défense, dont la déclassification leur sera refusée. Ouf. Voilà, donc ensuite, page 918, Montoya. 918. 918. Né en Algérie en 1948, Robert Montoya est d'abord adjudant de gendarmerie en France dans les années 70. Repéré par Christian Proutot, il est affecté en 82, de 82 à 86 à la cellule antiterroriste de l'Élysée créée par Mitterrand. En réalité, au cœur de l'affaire des écoutes illégales. En 86, il reprend une société privée, la Société de production et d'investigation industrielle, spécialisée dans les écoutes téléphoniques, fondée par... Bah oui, il avait fait un stage du coup à l'Élysée, par Charles Pellegrini, autre ancien de la cellule antiterroriste de l'Élysée. En 88, Montoya écope de quelques mois de prison dans une affaire de stupéfiants avant d'être mis hors de cause. Au début des années 90, il part s'installer en Afrique, épaulé par Janou Lacaze, l'ancien chef d'état-major des armées, devenu conseiller des dictateurs du Précaré. Dès 91, l'ancien gendarme établit son fief à Lomé, où il crée une société de gardiennage, de sécurité et de transport de fonds, SAS, dont il exporte rapidement le savoir-faire. Ceinture noire de judo, il sait parfaitement tirer parti de la férocité du général-président Eyadema. Il aide le régime à écouter ses opposants et équiper ses services anti-émeutes de matraques électriques, ou encore à monter un service de renseignement clandestin. Il fait aussi office de recruteur de mercenaires serbes, notamment pour le compte de Pascal Lissouba au Congo-Brazzaville, sans succès, puis pour celui du maréchal Mobutu, dont il n'empêche pas la chute. Voilà, on va arrêter là. Ensuite, Balkany, 1002. Intéressant, Balkany. Personnage étonnant. Alors... Balkany. Patrick Balkany, émissaire officieux de Nicolas Sarkozy en Afrique. Car parallèlement à des intermédiaires de type Djouri, Nicolas Sarkozy dispose d'autres émissaires officieux sur qui compter. C'est le cas du député maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, maire de 83 à 95. Il est réélu en mars 2001. Alors, il est réélu en mars 2001, qui, grâce au ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, dispose jusqu'en septembre 2012 d'un passeport diplomatique qui lui permet de passer sans encombre les frontières. Pratique. Formé par Charles Pasqua dans les Hauts-de-Seine, Balkany se lance dans une grande tournée des dictateurs avant la campagne présidentielle de 95, où il s'en tient baladure, comme Sarkozy, Pasqua. En rencontrant Paul Biya, Omar Bongo, Mobutu et Idriss Déby. 10 ans plus tard, après l'accession de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, la commune de Levallois-Perret, jumelée à Libreville, devient un lieu très prisé des émissaires de la France-Afrique, comme Fabien Sangaï, le conseiller du président centrafricain François Bozizé, à qui Balkany attribue un HLM municipal. Normal, le pauvre. Par ailleurs, gendre du génocidaire rwandais Félix Kabuga, Sangaï a joué un rôle trouble en tant qu'interprète, par le biais de l'ex-gendarme Paul Baril, dans l'enquête escamotée du juge Bruguière sur l'attentat contre l'avion du président Abiyarimana. Abiyarimana, voilà, c'est pas facile à dire. Je reçois tous les jours des Africains qui viennent passer des messages car ils savent que le maire à l'oreille de Sarkozy assure au Canard enchaîné le conseiller de Patrick Balkany, Renaud Guillot-Corail, qui écume également les capitales africaines aux côtés de l'élu des Hauts-de-Seine. Panier de crabes. Alors, ensuite, Monsieur Bolloré, Vincent,
Alors, 1065, Bolloré. 1065. D'accord. Bon. Un même visage revient sans cesse lorsque l'on feuillette l'album photo des relations france-africaines des années 2000-2020. Large sourire, teint hâlé, cheveux gris et regard d'acier, on reconnaît sans peine Vincent Bolloré. Il donne l'accolade au président Laurent Gbagbo sur le port d'Abidjan, où reçoit quelques années plus tard de son successeur Alassane Ouattara la médaille de grand officier de l'ordre national ivoirien. Il échange une chaleureuse poignée de main avec le président camerounais Paul Biya, ou négocie encore, aux côtés de son fils Cyril, avec le Gabonais Ali Bongo. L'homme d'affaires s'affiche aussi volontiers main dans la main et bras levés pour saluer la foule avec le président guinéen Alpha Condé. Et naturellement, il ne peut manquer de dîner, le dîner de gala Mille et une nuits pour mille et un cœurs, organisé à l'occasion du 20e anniversaire de la fondation Children of Africa de la première dame ivoirienne. Emblématique jusqu'à la caricature de ce réseau qui entremêle relations d'argent, soutien politique, chronique judiciaire et relais médiatique. Vincent Bolloré personnifie mieux que tout autre la France-Afrique entrepreneuriale. Oui. L'avenir du groupe se joue au milieu des années 80, lorsque le regard de Vincent Bolloré se tourne vers l'Afrique. Peu s'en souviennent, mais c'est dans le secteur du tabac qu'il y a fait ses premières armes. En 85, il prend le contrôle de la Sofical, une holding propriétaire de la marque Bastos, qui fabrique et commercialise des cigarettes en Afrique. Avec la trésorerie de l'entreprise, il s'offre le troisième producteur mondial de papier à cigarettes, la société Job, également très présente au sud du Sahara. Les acquisitions s'enchaînent alors de la Côte d'Ivoire au Madagascar et le groupe se retrouve en situation de quasi-monopole sur la plupart des marchés d'Afrique francophone. Au début de l'été 2000, le magazine L'Express tire sur le roi de la cigarette en Afrique, à la fois producteur de tabac, fabricant sous ses propres couleurs et distributeur des plus grandes marques internationales. Roi du tabac, mais pas seulement, car Vincent Bolloré n'a pas pour l'habitude de mettre tous ses œufs dans le même panier. La méthode est immuable. Multiplier les prises de contrôle, amicales ou guerrières, couper les branches qui ne l'intéressent pas pour récupérer le cash nécessaire à la prochaine acquisition et finalement conquérir une position dominante en un temps record. En quelque sorte, une blitzkrieg appliquée au monde des affaires. Au printemps 86, le groupe Suez lui cède par exemple ses participations dans la société commerciale d'affrètement et de combustible, la SCAC, une holding spécialisée dans le transport maritime, la logistique et la distribution de produits pétroliers. Avec cette acquisition, il met la main sur une vieille société coloniale, la Société commerciale des ports africains, la Socopoa, qui lui ouvre les portes de la manutention portuaire. S'engage alors une guerre commerciale avec le groupe Delmas Vieljeux, leader du transport entre l'Europe et l'Afrique, prétendant évincer à la reprise de la SCAC. En secret, Vincent Bolloré mobilise ses réseaux discrètement au capital de l'armateur Rochelet via des sociétés écrans, approche des actionnaires minoritaires susceptibles de le rallier et finalement lance l'abordage. En 91, il prend le contrôle de l'entreprise et la fusionne avec la SCAC pour donner naissance à un poids lourd du transport et de la logistique, SCAC Delmas Vieljeux, plus connu sous le sigle SDV. À peine sorti vainqueur de ce bras de fer, le groupe Bolloré annonce le rachat de la compagnie maritime norvégienne Joint Service Africa et jette son dévolu sur le numéro 2 du secteur logistique en Afrique, la société anonyme de gérance de l'armement, la SAGA.
transitaires belges intervenant principalement au sud du Sahara, les filiales africaines de la compagnie maritime belge ou encore l'armateur britannique OT Africa Line tombe également dans son escarcelle. Bon, c'est un gros groupe en Afrique, quoi. Alors, ensuite, on va conclure par Moscou. 1190. 1190. Des armes aux mercenaires. Moscou remplace Paris. Malgré la situation sécuritaire toujours catastrophique, une élection présidentielle est organisée au tournant des années 2016. Pour sa sécurité, le nouveau président Faustin Archange Touadéra peut une nouvelle fois compter sur la société Galice. Mais son cofondateur Frédéric Gallois se défend en 2017 d'être le bras armé de Paris. Nos experts ne portent pas sur l'épaule le drapeau bleu, blanc, rouge. Ils ne représentent pas l'armée française. Face aux contraintes budgétaires françaises qui imposent à Paris de réduire sa coopération militaire, l'ancien patron du GIGN revendique tout de même que des entreprises comme la sienne puissent jouer un rôle complémentaire. Pour éviter que notre savoir-faire disparaisse, argumente-t-il, et que ces États ne se tournent finalement, à défaut de coopération, vers les Américains, vers les Israéliens ou vers les Sud-Africains, je pense que nos entreprises peuvent compléter ce vide occasionné par le retrait des capacités de conseil et de l'aide de l'armée française. Mais en Centrafrique, une autre puissance étrangère s'apprête à concurrencer la France. Le directeur de cabinet du président Firmin Grebada est en contact étroit avec la diplomatie russe. Le rapprochement avec Moscou permet d'obtenir à l'ONU un feu vert pour déroger à l'embargo qui frappe toujours la Centrafrique en quête d'armement. C'est en fait Paris qui a suggéré au président centrafricain, magnifique ça, de demander le soutien de la Russie au Conseil de sécurité, car le gouvernement en prise avec des groupes rebelles a besoin de rééquiper son armée. La Russie propose alors de livrer de l'armement, en lieu et place du matériel de guerre que la France avait saisi auprès de groupes armés somaliens et qu'elle proposait d'expédier à Bangui. Le Kremlin s'engouffre dans la brèche. Dès mars 2018, Valéry Zakharov arrive pour conseiller le président centrafricain et reprendre en main la garde présidentielle. En juillet, l'ex-colonie française signe un accord militaire avec Moscou, qui envoie des dizaines de formateurs russes pour réorganiser l'armée. Difficile de savoir combien, car les chiffres varient selon les sources, et parce que se mêlent à eux des centaines de mercenaires du groupe Wagner, fondé par un ex-lieutenant-colonel des forces spéciales des services russes de renseignement militaire. Via différents montages légaux, le groupe obtient en échange des concessions minières qui permettent de rémunérer cette armée privée. Là, c'est le système russe. Là, hein. Voilà. On n'est plus en France-Afrique, du coup. Voilà, donc la semaine prochaine, ce sera le magnifique roman d'Amadou Courbin, en attendant le vote des bêtes sauvages. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous, et je vous dis à très bientôt.